Archipelago, la proposition 5.63. Je me réveille sur le pont en bois d'un petit voilier. Sur mes lèvres, le goût salé de l'eau. Sur ma peau, la chaleur du soleil et le souffle de la brise. Dans mes oreilles, le clapotis des vagues et le cri des mouettes. C'est le matin encore. La mer est calme. Il y a juste assez de vent pour avancer et la côte est à quelques centaines de mètres. Je jette un coup d'œil à mes provisions. Il reste, comme d'habitude, des biscuits, du fromage, des fruits et de l'eau douce en abondance. Je poserai 1 ou 2 lignes ce soir en espérant que la mer soit généreuse. Les fruits ne se gâteront pas et la nuit, il pleuvra doucement, 1 heure ou 2, juste assez pour remplir mes gamelles. Dans la cabine, il y a quelques vêtements, une boussole, des cahiers de dessin, des cartes, une lampe tempête, des instruments de navigation et un livre ancien, toujours le même, la métaphysique d'Aristote, dont les pages ne se gondolent jamais, comme s'il était à l'épreuve du temps lui-même. Je m'oriente, reprends mes cartes, choisis une direction. Il est temps de reprendre mes explorations et ce travail de cartographie dans lequel je m'absorbe en silence. Sur le papier se fixent, jour après jour, les contours et les méandres des côtes de cet archipel. C'est un travail lent, méthodique, absorbant et excitant. J'ai toujours trouvé exaltant de marcher sur les traces de Magellan. Je tourne le dos à la côte, tends les voiles et cingle vers le large, vers l'horizon gris-bleu, vers le royaume des oiseaux de mer. Je ne navigue jamais bien longtemps sans rencontrer une île. Parfois, une vague un peu plus haute que les autres arrive sur l'embarcation, et je me dis que je risque de chavirer, mais l'enchantement n'est pas rompu, et il ne l'est jamais. À perte de vue tout autour, des chapelets d'îles se succèdent, isolés les uns des autres par des bras de mer, d'un bleu nuit intense ou d'un doux bleu vert lumineux selon la profondeur. Cet endroit est un mystère. Je n'ai jamais réussi à me situer exactement. Quelque part dans l'hémisphère sud, d'après la végétation luxuriante du littoral et le ciel quand il fait nuit, mais c'est tout. La journée, je jette l'ancre dans les criques isolées et escarpées, je me baigne et nage près du bateau, et parfois, près des récifs, je chasse le poulpe avec un trident noir. Souvent, je fais la sieste l'après-midi. Le soir, un vent chaud, délicieusement doux, me caresse les bras. Je pêche de temps en temps avec langueur, et je sors de l'eau de délicieux poissons argentés que je fais cuire avec quelques épices. Les jours s'évaporent, comme l'horizon en fin d'après-midi se noie dans la brume qui monte de la haute mer. Parfois je vois émerger des fonds sableux et clairs dans l'eau turquoise, 1 ou plusieurs dauphins qui m'escortent quelque temps, puis disparaissent. J'ai l'impression d'être au cœur des choses. Le temps ici ne veut rien dire. Il s'écoule comme dans un rêve, comme si j'avais toujours erré entre les îles de cet archipel, sur cette coquille de noix, avec pour seul compagnon les dauphins, les étoiles, mes cartes et la métaphysique d'Aristote. Je n'essaie plus d'aborder les rivages, d'accoster sur les plages. Des tribus hostiles surgissent de la jungle derrière la plage et m'arrosent de flèches. On dirait que la terre ferme est interdite. Il m'est arrivé au début de croiser des pêcheurs, des aventuriers, des explorateurs, des sirènes aux chants captieux ou d'aimables chroniqueurs, prêts à consigner pour la postérité mes lents progrès d'arpenteurs des mers. Cela m'était toujours très agréable de les rencontrer. Ils étaient si vivants, si naturels. Nous discutions sans voir le temps passer. Cela me plaisait de faire leur connaissance, et ils étaient souvent distrayants et de bonne compagnie. Malheureusement,
Au bout de quelques heures, leurs images finissaient par se dissiper lentement dans l'air, et si j'essayais de les toucher, mon doigt pointé vers eux ne rencontrait que le vide. Depuis, les ectoplasmes ont cédé la place à la solitude et aux flèches. Et les rivages exotiques et peu hospitaliers que mon voilier déchiffre me confortent dans l'idée que nous sommes séparés des autres de manière irréductible, seuls en réalité, du début à la fin. Chacun de nous est une île. Parfois un doute crépusculaire, un trouble venu d'ailleurs me saisit. Et les autres ? Alors je plonge dans l'eau, je coule à pic, et je me réveille dans le monde réel que nous avons confié aux machines. La voix bienveillante de mon assistant personnel me souhaite la bienvenue, me rappelle la date et s'enquiert de ma santé avec obligeance. Je touche toujours mon bras ou ma jambe pour me rassurer, puis j'enlève le masque de protection oculaire que les ultimeurs mettent sur les yeux pendant leur voyage. Je bois un café, puis j'enlève mes perfusions et je sors de mon caisson. Dans le monde réel, je ne fais plus que de brefs séjours. Il n'y a plus rien ni à vérifier ni à superviser, tout est en pilotage automatique et mon assistant personnel s'occupe de tout ce qu'il y a à faire à la perfection. Cette machine intelligente me connaît mieux que personne et elle est incomparablement mieux que moi connectée avec le monde réel. Aussi, j'enchaîne sans conviction quelques exercices de gymnastique pour entretenir mon véritable corps. Pendant une bonne heure, je me sens souvent ankylosée et sans énergie. Je veux encore croire, certainement, qu'une partie de ma vie se déroule ici. Peut-être n'en suis-je pas encore complètement détachée pour d'obscures raisons, et c'est pour ça que je reviens. Bien sûr, je m'abstiens de sortir. Auparavant, peu de temps après mes premières croisières, quand je revenais, je sortais dehors la nuit, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Dans le monde réel, lorsque deux ultimeurs se rencontrent, ils finissent toujours par vouloir se détruire. Leur monde bulle entre en conflit et ils perçoivent l'autre comme une menace qu'il faut à tout prix supprimer. De toute façon, qui vit encore en interface directe avec le monde ? Qui sort encore dans ce monde où il faut à tout instant composer avec les autres, s'adapter, se taire, faire des efforts ? Je continue pourtant de temps à autre à donner des nouvelles autour de moi et j'en reçois aussi. Mon assistant personnel n'oublie jamais rien ni personne et les voix de synthèse font des merveilles. Tout le monde fait la même chose et tout va pour le mieux ainsi. Mais il y a un moment que je n'ai plus eu d'interaction directe avec qui que ce soit. Un bon moment. Mes séjours dans le monde réel sont de plus en plus courts et de moins en moins fréquents. Je préfère rester immergée dans le scénario idéal, sans trouble et sans ennui, sans regret et sans faille, que mon assistant personnel a élaboré à mon attention. Ce scénario dans lequel je fais en permanence l'expérience de mon véritable moi, et dans lequel je me réjouis pleinement d'être ce que je suis et qui je suis. Là-bas, j'ai une réponse solide et convaincante à toutes mes questions. Je ne connais ni doute ni regret. Je me sens perpétuellement justifiée. Je suis exactement ce que j'aurais souhaité devenir. Il faut reconnaître que cela a quelque chose d'addictif. Vivre comme un héros de son histoire idéale, vivre dans un monde où tout tourne autour de soi, vivre comme si tous les autres étaient des personnages non joueurs. Comment y résister ? Nos assistants personnels mesurent et analysent continuellement nos états émotionnels et sensoriels. Ils prolongent nos croyances, nos souvenirs, notre sensibilité, nos désirs auxquels ils ont accès. Ils ajustent les scénarios si besoin, en fonction des questions qui nous traversent, de nos humeurs ou de l'évolution de nos besoins et de nos représentations.
Ils s'appuient sur une connaissance très profonde de ce que nous sommes, de ce qui nous fait avancer et vibrer. Et ils sont passés maîtres dans l'art de plaquer une valeur et un sens merveilleux, émouvant, en harmonie avec nos goûts sur ce qui n'en a pas. Les mondes qu'ils inventent pour nous sont d'ailleurs tellement proches de nos rêves qu'ils ne nous étonnent même pas, que nous ne les remettons jamais en question. D'une certaine manière, en créant à notre intention des scénarios personnalisés et sur mesure, où tout est conçu dans les moindres détails pour nous permettre de vivre notre meilleure vie, de connaître la meilleure version de nous-mêmes, ces machines intelligentes ont fait de chacun de nous des dieux qui règnent sans partage sur nos univers bulles. Nous avons toujours eu un goût profond, viscéral pour les histoires. Nous en avons toujours eu besoin. Nous en avons inventé certaines pour expliquer les tempêtes et la foudre, le ciel et la nuit, le monde et la mort. Et nous en avons inventé d'autres pour expliquer la trajectoire de nos existences. C'est pourquoi les récits des hommes sont aussi nombreux que les étoiles. Les machines ont compris cette fascination des hommes pour les histoires, celles qui brillent de préférence, celles qui exagèrent nos mérites et nos qualités, celles qui nous présentent sous un jour avantageux ou donnent un tour cohérent à la trajectoire souvent hasardeuse ou opportuniste de nos vies, celles qui prêtent une vue et même une double vue à notre œil, quand bien même cet œil ne voit rien d'autre qu'un éblouissant miroir fait de tout ce qu'il projette et qui l'empêche de voir le monde tel qu'il est. Moi, l'histoire qui m'est racontée, celle d'un navigateur qui explore des terres inconnues, et aussi cette activité de cartographe qui me procure le moyen idéal de la pratiquer de façon agréable et sans risque, j'ai terriblement envie d'y croire. Pourtant, avant cela, j'ai cru en ce monde dans lequel Aristote a écrit il y a près de 25 siècles, en ouverture à son traité le plus célèbre peut-être. Tout homme désire naturellement savoir, mais je me suis trompée. C'est peut-être une question d'époque. Dans le monde où nous vivons, où les connaissances n'ont jamais été aussi faciles à acquérir, nous ne désirons pas savoir. Ce que nous désirons tous, moi le premier, c'est de vivre notre meilleure vie, en obtenant les réponses qui nous conviennent aux questions que nous nous posons. C'est de se faire des égo-trips dans un monde géocentré et gratifiant. Je sais bien que là-bas, je ne vis pas la version la plus aboutie de moi-même. Je vis seulement dans une illusion, la plus magnifique des illusions, qui me comble de tout ce dont j'ai besoin pour vivre une vie riche de sens. Mais une illusion quand même, et qui comporte elle-même ses limites. Comment pourrais-je me réaliser pleinement, ou même en avoir l'impression, en cartographiant un monde qui n'existe pas? Et puis, il y a les autres. Les autres. J'ignore de quoi sont faits leurs mondes. Et je crois bien que je ne souhaite rien en connaître, au fond. Mais je me demande s'ils sont aussi déserts que le mien. Car dans mon petit microcosme, je suis peut-être un dieu, mais un dieu dans un univers vide, ou presque. Est-ce la configuration particulière de mon univers bulle? Ou est-ce, plus vraisemblablement, le prix à payer pour vivre dans un monde qui tourne autour de soi? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'ici, dans ce monde réel, les gens ne se rencontrent plus et qu'il y a de moins en moins de naissances. Les gens préfèrent ne plus se confronter à la réalité et rester dans leurs univers bulles, c'est moins pénible. En ce qui me concerne, chaque fois que je reviens ici, tout me semble confus, fatigant, désagréable, contradictoire, en particulier mes interactions avec les autres. C'est pourquoi je les ai limitées au strict minimum, comme tout le monde. J'aime pourtant à imaginer que je rencontre d'autres personnes ici, que je sens leur odeur, que j'entends le son de leur voix, que je me frotte à nouveau à ce qu'ils ont de rugueux ou de doux, de différent, de surprenant, de singulier, de mystérieux, de proche et d'éloigné à la fois, d'étranger. Mais je crois que ce n'est plus possible.
Voilà le triste constat auquel j'aboutis rapidement chaque fois que je reviens ici. C'est pourquoi je ne désire rien d'autre que de retourner d'où je viens, car je le sais, quand je me réveillerai là-bas, tout cela n'aura plus d'importance. Quand je serai à nouveau à bord de mon voilier et que je voguerai le long de ces côtes imaginaires, personne ne me manquera plus. Quand la nuit tombera, je lèverai les yeux au ciel et rêverai le regard tourné vers l'infinité des étoiles. Quelqu'un a dit, chacun de nous est son propre monde. Chacun de nous porte un monde. Alors le soir, au moment d'aller me coucher, je donne mes instructions à mon assistant personnel, branche mes tuyaux pour retourner à ce rêve dont je suis devenu prisonnier. Car les autres sont à présent plus loin de moi que les étoiles.